Bonsoir Claudine Monteil. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée ce soir. Madame Monteil, vous êtes une amie, vous êtes la biographe de Simone de Beauvoir. Vous étiez également la plus jeune signataire du manifeste des 343. C'était le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur. D'ailleurs, vous nous avez amené, je crois, l'original de ce magazine qui est juste là, si vous voulez le montrer comme ça devant vous. Voilà. Ce manifeste des 343, c'est 343 Françaises qui ont eu le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». C'était ça l'intitulé que l'on voit sur cette couverture. Vous êtes, comme ces 342 autres femmes, exposées à l'époque à des poursuites judiciaires pour avoir exposé votre vie et avoir protesté pour que le droit des femmes évolue. Je précise que c'était 4 ans avant la loi Veil. Vous avez accepté d'être avec nous ce soir pour raconter ce que vous avez vécu en écho à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a abrogé le droit fédéral à l'avortement dans les 52 États de ce grand pays. 9 déjà ont accepté de supprimer cette loi, ce droit. Comment est-ce que vous avez réagi hier soir, Madame Monteil, en apprenant ça ? J'ai réagi sans être étonnée parce qu'en réalité, je suis à la fois une militante féministe française depuis plus de 50 ans. Je suis toujours active, je suis présidente de Femmes Monde, membre du Conseil national des femmes françaises. Enfin, donc j'ai un certain nombre d'activités. Et en même temps, j'ai aussi eu des activités aux États-Unis dans les cliniques féministes américaines qui ont été les unes après les autres, qui ont dû fermer, qui ont été plastiquées. Et donc j'ai vécu, si vous voulez, l'évolution entre les États-Unis et la France depuis plus de 50 ans. Alors, je n'ai pas été étonnée parce que véritablement, depuis l'élection de Reagan, de Ronald Reagan, il y a eu des tendances pour véritablement imposer aux femmes le fait de ne pas pouvoir avorter dans des conditions d'une très grande violence. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, la Cour suprême répond aujourd'hui à une tendance de fond. Alors là, on l'attribue à Donald Trump, mais elle vient de bien loin. Alors, je ne me permettrai pas de dire que la Cour suprême répond à une tendance de fond. Elle répond à une stratégie absolument américaine des conservateurs américains, des religieux américains, qui depuis 50 ans ont lancé une offensive le lendemain même du jour où la loi Roe vs. Wade a été adoptée. Donc c'est vraiment, si vous voulez, ça fait 50 ans que ça dure, que c'est une bagarre, et Donald Trump a été une véritable catastrophe pour les États-Unis, pour la liberté. Et je veux vous dire simplement que quand nous avons fait le manifeste des 343, je me permets de rappeler cela 2 secondes, parce qu'on oublie complètement le contexte. À l'époque, le mot avortement est le mot le plus tabou de la société française. On ne parle pas d'avortement. Seule Simone de Beauvoir l'a cité, l'a dénoncé, la condition des femmes et de l'avortement dans le deuxième sexe. Mais c'est tout. C'est un murmure, un chuchotement, c'est un mot tabou. Et en réalisant ce manifeste, nous avons suscité un scandale volontairement pour que, enfin, la société française s'en empare. Et ensuite, nous avons eu le procès de Bobigny, nous avons préparé les filles mères du Plessis-Robinson. Nous avons fait tout cela en l'espace de 3 ans. Et c'est ainsi qu'au bout de 3 ans, je me suis retrouvée un matin chez Simone de Beauvoir, pleine d'enthousiasme. J'avais 23 ans, j'étais jeune. Et je lui dis, Simone, nous avons gagné, ça y est, l'opinion publique penche de notre côté. Et elle est restée très de marbre, comme elle pouvait être parfois. Et elle m'a dit, mais non, Claudine, nous n'avons pas gagné. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Claudine, votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Eh bien voilà. Je veux dire par là que quand je suis allée dans les cliniques américaines en 1974, elles avaient plus de droits en Californie que nous, Françaises, avions le droit avant Simone Veil, avant que Simone Veil, très courageusement, présente la loi sur l'avortement à l'Assemblée nationale. Eh bien donc, j'y suis allée d'abord émerveillée par ces cliniques de femmes féministes qui permettaient aux femmes de découvrir ce qu'était la santé des femmes, de pouvoir en parler, d'écouter, d'échanger. Et 2 ans plus tard, c'était terminé parce qu'il y avait des conservateurs qui étaient arrivés au pouvoir. Donc en réalité, depuis plus de 50 ans, je suis malheureusement habituée à se voir ce va-et-vient. Et naturellement, il n'y a pas que les États-Unis. Cette année est une année terrible pour les femmes. Pensons aussi aux femmes afghanes. Madame Monteil, Madame Monteil, parce qu'un exemple vaut souvent bien plus que de longs discours. Il faut sans doute rappeler sans cesse ce que signifie interdire le droit à l'avortement.
Alors, que ça signifie, interdit le droit à ça veut dire, ça veut dire que des femmes vont mourir. voilà. Ça veut dire que des femmes, ça veut dire que des milliers de femmes vont mourir, au pire, et au mieux vont rester handicapées à vie, parce que très probablement les avortements seront faits sur une table de cuisine, réalisés sur une table de cuisine par des personnes pauvres qui n'ont pas la moindre connaissance de ce qu'est un avortement, qui peut se dérouler, je le rappelle, dans des conditions extrêmement dignes, extrêmement humaines aujourd'hui. Donc il n'y a pas, enfin je veux dire, c'est un acte médical qui peut s'effectuer de la meilleure manière. Et en réalité, nous allons avoir les femmes de milieux défavorisés, et elles sont des millions aux États-Unis, qui vont soit avoir des grossesses non désirées en étant déjà dans la pauvreté, donc elles vont sombrer encore plus, soit être handicapées, mourir de septicémie. Et n'oublions pas que la répression qui se prépare aux États-Unis est pire encore que ce que l'on imagine, puisqu'ils vont poursuivre les femmes sur Internet pour vérifier qu'une femme ne s'est pas renseignée sur une clinique d'avortement dans un État qui l'autorise. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pourrez être dénoncé et puni de prison. Comment est-ce que vous réagissez, Madame Monteil, lorsque vous voyez hier, 2 minutes après l'annonce de la Cour suprême des États-Unis, le procureur du Missouri, qui, dans un grand sourire, publie une vidéo pour dire « Ah, enfin !» Et Donald Trump qui dit « C'est la volonté de Dieu ». Et ces messages, Mike Pence, son ancien vice-président, qui lui aussi se réjouit de cette décision. Et depuis hier soir, 9 États qui se sont empressés. Ce sont des hommes qui n'auront jamais d'avortement de leur vie, qui n'ont jamais eu de grossesse, qui n'auront jamais eu de règles et qui sont en train de dicter ce que doit être la vie des femmes. C'est le renvoi à la soumission, c'est-à-dire qu'on appelle cela le patriarcat. Eh bien oui, c'est le patriarcat, c'est-à-dire qu'il y a encore des hommes qui estiment qu'ils doivent avoir le contrôle sur le corps et la vie des femmes. Et quand vous avez le contrôle sur le corps et la vie des femmes, vous avez aussi le contrôle sur leurs pensées. Alors, la différence entre nous, en 70-71, et les femmes américaines aujourd'hui, c'est que les filles et les petites filles de ma génération, nous avons, Dieu merci, il y a 2 générations de femmes qui ont profité de ce pourquoi nous nous sommes battues. Elles ont été habituées à avoir des droits. Elles ont été habituées à trouver cela naturel. Donc, d'une certaine manière, j'ai confiance qu'elles vont se battre de façon plus large, plus méthodique. Pour autant, il faut qu'elles se méfient. Cela peut prendre 50 ans pour changer. Il ne faut pas se leurrer. Je voudrais juste ajouter, si vous le permettez, un point qui est pour moi très important. Il ne faut jamais oublier le rôle des hommes dans la libération des femmes. Il y a eu de tout temps des hommes remarquables, courageux, qui se sont battus aussi, qui ont soutenu les femmes dans leur libération. Je veux donner par exemple l'exemple de Léon Blum, qui a été président du Conseil en 1936 au Front populaire et qui a nommé les 3 premières femmes membres de gouvernement, dont Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie. Mais il y a aujourd'hui d'autres hommes qui sont prêts. Moi, je suis très frappée parce que beaucoup de jeunes étudiants et lycéens veulent me rencontrer pour que je leur raconte les 400 coups. Parce que je vous le dis franchement, nous avons fait les 400 coups avec Simone de Beauvoir. Et j'étais très jeune et nous avons occupé des bâtiments et nous avons sauvé des vies de femmes de manière toujours un peu vive. Mais nous l'avons fait avec affection et nous y sommes arrivés. Et donc, je suis très touchée d'avoir autant de jeunes hommes et de jeunes étudiants qui veulent me rencontrer, qui veulent échanger. Pourquoi ? Ils ont des sœurs, ils ont des mères, des grands-mères, et ils auront, je l'espère, des filles également. Donc c'est pour vous dire, si vous le permettez, je suis aussi venue ce soir pour lancer un appel aux femmes et aux hommes, pour rester éveillés et pour leur dire, vous êtes solidaires, je sais que vous le pouvez, et votre rôle est beaucoup plus important que vous ne l'imaginez. Madame Monteil, vous avez évoqué tout à l'heure le temps qu'il faut et la patience nécessaire pour que les choses évoluent. Je voudrais tout de même rappeler, peut-être aux plus jeunes téléspectateurs, que le combat que vous incarnez pour partie, auquel vous avez participé, a été long, très long. Je donne quelques dates comme ça, mais entre ce manifeste en 1971 et 2022, il y a eu la loi Roudy, 82 pour le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. La pilule dite du lendemain, c'est 99 en vente libre dans les pharmacies. L'IVG remboursé à 100% pour toutes les femmes, c'est 2013. Et il a fallu attendre 2014, la loi Vallaud-Belkacem, pour supprimer la détresse avérée
c'était le terme légal qui était jusque-là nécessaire pour une interruption volontaire de grossesse. C'est dire si ce travail est très très long, c'est dire aussi l'émotion qui a saisi le monde entier. Hier, quand les États-Unis, que l'on regarde souvent comme un moteur sur bien des valeurs, se retrouvent à faire marche arrière. Alors, pour ma part, c'est émotion et colère. Parce qu'il y a une complicité aussi d'un certain nombre de femmes et parce qu'il y a une lâcheté d'un certain nombre de politiques. Donc, émotion et colère. Mais je voudrais rappeler aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui nous entendent ce soir que si nous avons, nous les femmes, le droit de vote, il a fallu 100 ans. Ça a commencé en 1848, des féministes qui se sont battues pour le droit de vote. Et nous avons, la première fois que les femmes ont voté, c'est en 1945, grâce au général de Gaulle, qui a fait passer la loi en 1944. Tout cela pour dire qu'il a fallu 5 générations de suffragettes. Et ce sont des suffragettes, la majeure partie des suffragettes sont mortes sans jamais avoir eu le droit de vote. Marie Curie, qui a soutenu les droits des femmes et qui a été double prix Nobel, elle n'est morte en 1934 sans jamais avoir eu le droit de vote. Donc je dis aux jeunes et aux gens aujourd'hui, peut-être ce scandale et cette tragédie qui se déroule aux États-Unis, il faut qu'il vous réveille et que vous soyez plus encore impliqués dans les droits des femmes. Il y a beaucoup d'associations de femmes et de femmes très actives, dont des jeunes femmes. Je suis marraine de Feminists in the City, des jeunes femmes issues de Sciences Po qui sont absolument formidables, qui font un travail remarquable. Eh bien, c'est pour dire, j'ai confiance, il y a un réservoir formidable en France et donc je vous encourage à vous mobiliser. Ça vaut la peine. Vous voyez ce qui se passe en Amérique, pourvu que ça n'arrive pas ici. Mais on peut se rapprocher de chez nous, hein, Madame Monteil, puisque à Malte, l'IVG est interdit. En Pologne, sauf cas extrêmement particulier. En Finlande, a été autorisé sous conditions, sur certaines conditions. Ça veut dire que ce combat, c'est un combat en fait qui est loin malheureusement d'être d'arrière-garde. C'est un combat plus actuel que jamais. Simone de Beauvoir m'a dit la phrase qui résume tout. Claudine, non, nous n'avons pas gagné. Il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Vous savez que cette phrase, elle vous l'a dit à vous? Elle me l'a dit à moi. Mais elle est partout, cette phrase, désormais. Elle est partout. À chaque fois, je mets sur Twitter « Merci ». Je le cite dans 3 de mes livres. Je la cite dans 3 de mes livres. C'est un dialogue. Ce n'est pas une phrase du deuxième sexe. Et je n'y arrive pas. Mais vous êtes là ce soir aussi. Je suis là ce soir et je vais vous dire, ce qui compte pour moi, c'est que cette phrase de Simone de Beauvoir qu'elle m'a dite alors que j'avais 23 ans et que ça m'a réfrigérée quand même, hein, ça m'a un peu refroidi sur le moment. Cette phrase est maintenant une phrase qui fait partie de l'histoire de France. Alors je la lègue à l'histoire de France. Mais moi, je me souviendrai toute ma vie que mon enthousiasme de ma jeunesse, je sautais sur le fauteuil en lui disant « Nous avons gagné, nous avons gagné ». Et elle m'a ramenée sur terre. Et aujourd'hui, si cette phrase circule partout, c'est parce qu'elle est si vraie et qu'elle devrait être enseignée à l'école. Et même, je propose qu'elle soit proposée au baccalauréat. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà. Madame Monteil, restez avec nous, s'il vous plaît. Je vous présente Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV et Anne-Charlène Bézina, qui est politologue et constitutionnaliste. Anne-Charlène, c'est le premier sujet que je voulais évoquer avec vous parce que cette décision de la Cour suprême américaine entraîne des réactions en France. Et plusieurs responsables politiques, soutenus par des membres du gouvernement, proposent de constitutionnaliser ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire quoi? Pour expliquer les choses aux gens qui nous regardent, ça veut dire quoi? C'est important de bien distinguer la loi et la Constitution. Aujourd'hui, le combat des femmes s'est matérialisé dans la loi Veil, qui est une loi qui a été prise par la majorité centriste de ce moment, mais qui est très facile à remettre en cause, puisque une loi, c'est l'œuvre du Parlement. Donc c'est une œuvre d'une majorité qui compose à un moment politique donné, c'est un cliché d'un moment politique donné, eh bien, une majorité au sein de l'Assemblée. Quand on veut constitutionnaliser un acquis, eh bien, l'idée, c'est de rendre, il y a 2 choses. Il y a déjà le symbole moral, le symbole, puisque la Constitution, c'est le pacte fondamental d'un pays, c'est la charte qu'il choisit de se donner. Donc, on y inclut tous les droits les plus fondamentaux pour notre philosophie politique. Et puis, il y a aussi le côté rigidification. C'est-à-dire que la procédure pour réviser la Constitution est beaucoup plus
plus lente, beaucoup plus difficile. On a une condition de majorité renforcée. On a 2 assemblées qui doivent se prononcer dans la même terme. Peut-être une approbation par référendum ou par un congrès réuni avec une majorité de 3/5. Donc on a quelque chose de très rigide. Donc on le met dans le marbre en fait. Voilà, exactement. C'est pour rendre les choses plus difficiles pour les majorités qui viendront. Donc en quelque sorte, c'est un message aux générations futures pour dire, eh bien, maintenant, si les majorités changent, les choses ne pourront plus aussi facilement changer puisque on aura inscrit les choses dans un étage supérieur qu'est celui de la Constitution. Claudine Monteil, c'est, j'imagine, une attente que vous avez, une décision que vous appelez de vos Je voeux. voudrais vous dire que d'abord, c'est une attente que nous avons depuis à peu près 2018. Un certain nombre de députés y avaient pensé à la suite de Simone Veil qui reposait au Panthéon, si j'ai bien compris. C'était ça, que j'étais dans la lignée, dans la mouvance, et je trouvais que c'était une très belle initiative, et bien entendu très importante. Mais je voudrais dire, mon émotion, que l'on soit aujourd'hui en train de sérieusement envisager que ce soit inscrit dans la Constitution. N'oubliez pas que dans ma jeunesse, on ne prononçait jamais le mot avortement, qu'on n'en parlait jamais. Donc, je n'ai jamais rêvé que ce soit inscrit dans la Constitution. Donc aujourd'hui, à travers ce scandale, enfin cette tragédie aux États-Unis, eh bien, vous dépassez mes rêves. Alors, on va vous raconter... Donc vous, jeune génération, vous dépassez mes rêves. Madame Monteil, on va vous raconter, mais vous les connaissez, mais raconter à nos téléspectateurs les différentes étapes, là, très récentes avec vous, Anne, de ce que Madame Monteil appelle son rêve qui est en train de se réaliser. Ça commence avec Aurore Bergé. Absolument. Ce matin, présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui propose donc effectivement une proposition de loi pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Et c'est ce matin qu'elle en a détaillé voilà, les contours. On l'écoute. C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, parce qu'un avortement a été mal pratiqué de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution. Ça veut dire que malheureusement, rien n'est impossible et que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Et donc, gravé dans le marbre, effectivement, c'est l'expression qui revient depuis ce matin dans les mots de la majorité. Réaction, donc, commentaire de la Première ministre Elisabeth Borne. Chère Aurore Bergé, le gouvernement soutiendra avec force cette proposition de loi. Pour toutes les femmes, pour les droits de l'homme, nous devons graver cet acquis dans le marbre. Le Parlement doit pouvoir se retrouver très largement autour de ce texte. Réaction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, chère Aurore Bergé et Marie-Pierre Rixain, qui est l'autre député qui est en train de travailler à l'élaboration de ce projet de loi. En tant que garde des Sceaux, je soutiendrai cette initiative parlementaire, encore une fois, gravée dans le marbre de notre Constitution. Ce droit fondamental est plus nécessaire que jamais en ces temps obscurs. J'observe votre émotion. Je suis très émue. Je suis très émue alors qu'il se passe des choses terribles aux États-Unis, qui est un peu mon deuxième pays. J'y ai passé ma jeunesse et je navigue entre la France et les États-Unis, mais je suis très émue. Vous imaginez pas pour nous. Enfin, je pense aussi aux suffragettes qui sont mortes sans avoir eu le droit de vote, qui ont milité pendant 70 ans, certaines, et qui n'ont pas connu. Et moi, voilà, je suis très émue. Alors, dans chaque chose, il y a de la politique. Comment on reprend après? Oui, comment on revient froidement parfois à la réalité de... Non, mais ça fait partie de notre métier aussi. Mais... Donc, celle qui est très vraisemblablement future présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, donc aujourd'hui, elle soutient, elle aussi, cette annonce. Bon. Sauf que manifestement, il y a des archives qui traînent. Voilà, il y a des archives qui traînent et notamment Twitter n'oublie jamais. Elle a tweeté son soutien à cette proposition de loi en commentant le tweet de la Première ministre Elisabeth Borne et a été exhumée une vidéo qui date du 11 juillet 2018. En effet, c'est la loi dont vous parliez. Au moment de la panthéonisation de Simone Veil, des députés proposent un amendement dans le cadre d'un projet de loi un peu plus général qui parle d'une démocratie plus représentative. Un amendement précisément qui vise à inscrire l'avortement dans la Constitution. Cet amendement sera rejeté par la majorité et Yael Braun-Pivet en a donné des explications et on l'écoute. Voilà pourquoi elle explique que la majorité va rejeter cet amendement à ce moment-là. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Voilà, les choses ont évolué, hein. Oui. Oui, Madame Monteil. Je ne suis absolument pas choquée que la future
probable présidente de l'Assemblée nationale, ait tenu ces propos en 2018. Ce n'était pas le même moment historique. Je veux dire par là que nous avons été les parias de la société entre 71 et entre 70 et 1973 et 74. Et puis brusquement, tout le monde est devenu très féministe. Et puis tout le monde a commencé à dire, finalement, ils sont pas mal, vous devriez faire ceci. On a commencé à nous donner des conseils, ce qui était très bon signe. Ça voulait dire que nous n'étions plus des parias. Bon, eh bien, c'est très simple. La situation a évolué et la future probable présidente de l'Assemblée nationale a l'intelligence de se rendre compte que la situation ayant évolué, que de nouvelles réalités historiques, nous sommes quand même dans une année où à la fois les femmes afghanes ont disparu et sont martyrisées, et où à la fois les femmes américaines, des femmes américaines vont mourir. Donc vraiment, je ne suis pas choquée, je vous le dis franchement. Encore un mot, s'il vous plaît, Anne-Charlène Bézina. C'est quoi le process pour qu'enfin ce droit entre dans la Constitution ? Ça peut être rapide. La question, c'est la volonté politique. En réalité, on n'a jamais eu, sous la Ve République, une proposition comme ça émanant des parlementaires. Ce sont toujours des projets gouvernementaux qui ont été proposés au Parlement. Ici, ce sera une proposition qui émane directement du Parlement. Et généralement, alors il y en a beaucoup sur beaucoup de sujets qui échouent toutes les semaines. Et là, ça serait la première fois que ça réussit. Alors le process, il est un peu complexe et assez rigide, puisque du coup, il faut arriver à ce qu'il y ait des amendements qui soient acceptés sur ce texte, qu'il y ait une première discussion à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et surtout que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à la virgule près, les deux assemblées soient d'accord. C'est vrai qu'on a au Sénat une majorité LR qui n'a pas encore vraiment donné de position sur cette question, qui est plus conservatrice. Il faudra voir si elle pourra soutenir ou non cette majorité, puisque le Sénat a en quelque sorte une espèce de droit de blocage constitutionnel. Il a déjà fait échouer des révisions en 74, en 2018 pour la plus récente. Donc, il faut obtenir impérativement cet accord du Sénat avant d'en arriver à la troisième phase. C'est l'article 89 qui détaille ces trois phases. Troisième phase, la ratification. Soit elle se fait directement par le référendum, soit elle se fait au Congrès du Parlement, c'est-à-dire avec les deux assemblées, à la majorité des 3/5, c'est-à-dire qu'il faut une majorité renforcée et de tous les parlementaires. Donc c'est une procédure qui est particulièrement longue, mais qui va justement avec la solennité qu'on accorde à la Constitution et à l'inscription de ce droit fondamental dans la Constitution. Les choses sont en route, en tout cas, Claudine Monteil. Si elles aboutissent, ce qui est possible, très possible, enfin, on verra comment les choses évoluent ces dernières semaines, cette phrase désormais extrêmement connue que vous a dit Simone de Beauvoir sera peut-être moins d'actualité, puisque la Constitution protégera ce droit. Comment pensez-vous qu'elle aurait réagi à cette inscription dans la Constitution ? Simone de Beauvoir, sous des apparences très grande dame, mais c'était que des apparences. Elle avait des émotions, elle avait une chaleur humaine tout à fait remarquable, et elle a été solidaire entre 1949 et 1986. Quand même 37 ans, elle a milité tous les jours pour les droits des femmes. Je veux dire, c'est 37 ans de vie militante pour nous, pour nos droits. Je pense qu'elle m'aurait dit, Claudine, champagne. Merci beaucoup. Merci mille fois, Claudine Monteil. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur votre relation, l'histoire de Simone de Beauvoir, il y a quelques-uns de vos ouvrages que je vais montrer ici rapidement. Le mouvement des femmes, les mémoires d'une jeune fille rebelle, et puis les sœurs Beauvoir, qui sont là aux éditions First. Merci beaucoup, Claudine Monteil, d'avoir été mon invitée ce soir.